Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi Télé Hémicycle pour vous informer. Voici le sommaire. Séance mensuelle d'information et d'éducation à l'Assemblée nationale, la contribution du Parlement béninois à la lutte contre le terrorisme passé au peigne fin. Vous suivrez les détails dans quelques instants. Ce mardi, les députés à l'Assemblée nationale sont arrivés à l'hémicycle pour examiner le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Que comprendre de cet exercice de reddition de comptes? Océane Amoussou va nous donner des explications dans ce JT. Et dans notre page magazine, nous nous intéressons au diabète, une maladie bien sournoise et dangereuse qui ne laisse personne indifférente. Dans ce journal, vous aurez plus de détails sur le sujet. Je l'annonçais dans le sommaire tout à l'heure, ce lundi, le personnel parlementaire a bénéficié d'une communication sur le rôle de l'Assemblée nationale dans la lutte contre le terrorisme au Bénin. C'était lors de la cérémonie des couleurs. Je vous propose de suivre ici Franck Chili pour plus de précisions. Le 1er mai 2019, le Bénin enregistrait sa première attaque terroriste dans le parc national de la Pandiari au nord. Dès lors, le gouvernement multiplie ses décisions et actions afin de contenir et de repousser la menace djihadiste d'où qu'elle vienne. Par ailleurs, Adede Diebo et Boubacar Ndiaye ont affirmé que les parlements ont un pouvoir substantiel quand ils choisissent de l'exercer. L'Assemblée nationale, de son côté, joue un rôle crucial et prépondérant dans ce sens, et le personnel parlementaire en est imprégné lors du cérémonial des couleurs de ce lundi. Au pupitre, le chef du service de la documentation et des archives de l'Assemblée nationale. À titre illustratif, le Parlement a voté la loi 2002-24 du 29 octobre 2002 portant autorisation de ratification de certaines conventions relatives à la lutte contre le terrorisme international. Ratification des traités internationaux d'une part, mais aussi adoption d'une dizaine de textes de loi par le Parlement béninois d'autre part. Au nombre de ces lois, nous pouvons citer la loi 2017-44 du 5 février 2018 portant recueil du renseignement à République du Bénin. La loi 2018-13 du 2 juillet 2018 modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 26 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Au-delà de ces actes législatifs, les députés ont également posé plusieurs jalons sur le chantier du contrôle de l'action gouvernementale en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il s'agit notamment de la question d'actualité relative à l'atténuation des effets du terrorisme dans les zones affectées posée par le député Idrissou Sina Ounengui et 10 autres députés. La question orale relative aux menaces sécuritaires et la porosité des frontières posée par le député Rachidi Guadamasi le 9 décembre 2021. Autant d'efforts fournis jusque-là par la représentation nationale avec aussi plusieurs chantiers pour une meilleure efficacité. Le président de l'Assemblée nationale d'en prendre acte avant de rendre un hommage mérité aux hommes en armes du Bénin qui œuvrent pour le maintien de la quiétude dans la République. Je pense que les parlementaires ont beaucoup à faire. Je serai votre porte-parole à leur niveau. Merci aussi aux militaires, une pieuse pensée pour ceux qui ont donné leur vie dans l'opération Mirador et que cela ne vous décourage pas non plus, puisque le premier jour, lorsqu'on porte le treillis, on sait que ça peut être pour le sacrifice suprême.
Si la lutte contre l'extrémisme violent s'avère un sujet très préoccupant pour les pouvoirs publics béninois de nos jours, sa réussite passe par la conjugaison des efforts de toutes les composantes de l'arsenal institutionnel du Bénin. Sur ce chantier, l'Assemblée nationale doit continuer ses efforts en appui à l'exécutif pour des résultats probants et durables dans le temps, a indiqué le communicateur du jour. Et pour mieux remplir ses missions constitutionnelles dans le sens de la lutte contre le terrorisme, l'Assemblée nationale a beaucoup d'autres chantiers devant elle. Le communicateur a fait des recommandations dans cette perspective. Suivez plutôt. Le Parlement a adopté une loi portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée ou de leurs ayants droit. Cette loi prend en charge une partie des civils. Il paraît nécessaire que son bénéfice soit élargi à toutes les victimes du terrorisme et qui auraient été identifiées. Par ailleurs, le corpus législatif antiterroriste révèle un défaut de définition du terrorisme et une énumération excessive des actes terroristes. Or, tant que le législateur n'aura pas trouvé un consensus sur une définition du terrorisme, celui-ci sera toujours défini par ce qu'il n'est pas, et dans ce cas, la lutte est biaisée. Il est dur de rappeler que la définition du terrorisme ne doit pas être large au point qu'elle criminaliserait des protestations démocratiques, légales et légitimes. Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, il est important que la représentation nationale pense à l'institutionnalisation de la prévention, à l'instar de la CRIET qui s'occupe du volet répression. À ce titre, le Parlement pourrait revoir la configuration actuelle des commissions permanentes en restructurant notamment la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité, de sorte à avoir une commission défense-sécurité entièrement à part, comme il est le cas dans les parlements du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d'Ivoire, etc. En ce qui concerne le volet contrôle de l'action gouvernementale, il convient de souligner que celui-ci mérite véritablement d'être renforcé. Le Parlement n'est pas un espace à palabres ou une chambre d'approbation sans discussion, car la Constitution ainsi que le règlement intérieur lui donnent plein pouvoir pour contrôler et infléchir certaines positions de l'exécutif. Il conviendrait également pour la représentation nationale de multiplier les missions d'information et de sensibilisation qui leur permettent d'aller au contact des populations et des forces de défense et de sécurité déployées sur le théâtre des opérations. Le Parlement pourrait envisager de contrôler la BGF, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, le secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre le radicalisme, l'extrémisme violent et le terrorisme impliqués dans la prévention de ce phénomène. Le Parlement pourrait également interroger le gouvernement sur le processus de présentation à la CRIET des personnes suspectées d'avoir commis des actes terroristes et envisager une décentralisation de cet organe au niveau des départements du pays les plus affectés par le phénomène. Le Bénin a accueilli du 17 au 19 avril dernier les femmes parlementaires de la francophonie dans le cadre de la réunion intersessionnelle des députés. Les députés du dit réseau ont fait une visite touristique dans la ville de Ouidah après quelques jours de travaux et d'échanges. L'objectif de cette visite vise à leur faire découvrir la richesse culturelle du Bénin. Reportage. Une journée touristique qui démarre pour ces femmes députées venues des 4 coins de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce vendredi matin, c'est la ville de Ouidah qui les accueille. Et en plein cœur de la ville se trouve le temple des Pitons. Vous rentrez au milieu du cercle, il y a de l'eau sacrée. On va vous le donner aussi, vous allez vous laver la main, en mettre dans la figure et sur la tête, ce qui revient au nombre 3. Et vous formulez tout ce que vous avez comme vœux, mais attention que des vœux positifs. Une ville imprégnée d'histoire. Histoire que les guides retracent et font revivre aux visiteurs. Émotion, curiosité et contemplation se lisaient sur les visages. Les courageux se mettaient le piton au cou. Oh, regarde, souris. Moi, je me suis fait un nouvel ami avec lequel je vais rentrer à Abidjan. Je ne sais pas si la douane va accepter que je passe avec lui. Du temple des Pitons à la porte du non-retour, en passant par la route des esclaves,
Cette immersion dans la spiritualité et l'histoire du peuple béninois n'a pas laissé ces femmes parlementaires indifférentes. Nos histoires traditionnelles se ressemblent relativement, puisque nous sommes tous des peuples d'Afrique de l'Ouest, nous sommes des peuples frères. Nous étions toujours à la recherche de la paix, de la tolérance, du droit à la différence, de l'acceptation des autres, du dialogue. Et c'est très important, parce que c'est ce qui caractérise les Africains. Il faut connaître l'origine, les cultes divers et variés, et le culte originel du pays hôte. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir. Et là, nous allons faire la route de l'esclavage. C'est un pays, le Bénin, de culture très enrichissante. J'ai vraiment beaucoup appris déjà ce matin. Bien sûr, il y a l'histoire beaucoup plus triste aussi du Bénin, mais c'est important qu'on le sait et qu'on n'oublie pas. Très intéressant, mais en même temps, c'est des conversations qui sont très importantes d'avoir. Parce que tous les drames historiques qui ont eu lieu, ce qui est vraiment le plus important, c'est de s'assurer que ça ne se reproduise jamais. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de se souvenir toujours. Ce rendez-vous touristique s'inscrit dans le cadre des activités de la réunion intersectionnelle des femmes membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Un brassage de 72 heures riche en connaissances. Aujourd'hui, nous avons la chance, en ce vendredi, d'être à la journée socio-culturelle. Il était important pour nous de venir connaître les traditions du Bénin. La Côte d'Ivoire et le Bénin sont des pays frères et je suis ravie d'avoir l'occasion de voir ce qui a bercé nos ancêtres, voir ce qui a protégé la terre africaine. Oui, après 2 jours de travaux et de visites culturelles ici au Bénin, je pense qu'on ne peut pas faire autrement qu'en sortir un peu remué de l'intérieur. Ça fait vraiment réfléchir. Entre politique, coopération et découverte, ces parlementaires emportent avec elles beaucoup de souvenirs et se disent prêtes à entamer une nouvelle étape de leur voyage pour un avenir meilleur du réseau des femmes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Séance plénière ce jour au Palais des gouverneurs pour examiner le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un exercice de reddition de comptes prescrit par la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Suivez les explications dans ce reportage d'Océane Amonceau. Pour le législateur béninois, la reddition de comptes est le pilier de la démocratie et de la bonne gouvernance. Pour cela, l'article 84 de la Constitution béninoise en ses alinéas 1 et 2 prévoit que le président du Parlement rende compte à l'Assemblée nationale de sa gestion et de ses activités et lui fournisse toutes les explications qui lui seront demandées. C'est donc un exercice obligatoire. Le règlement intérieur de l'institution parlementaire vient préciser cette disposition. Au début de chaque session ordinaire, le président de l'Assemblée nationale doit produire un rapport d'activité. Le président de l'Assemblée nationale a donc l'obligation de produire 2 rapports d'activité par an. Je dirais même que c'est un document de communication, mais surtout d'information. Parce qu'à travers ce document, vous êtes renseigné sur le fonctionnement de l'institution parlementaire, son organisation et surtout les activités qui ont été menées au cours donc de la période intéressée par le document. Dans sa forme actuelle, le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale inclut les activités internes et celles internationales de l'institution. Au titre des activités internes, il y a d'abord un compte rendu très méticuleux des activités législatives. Combien de lois ont été votées? Combien de rapports sont disponibles? Combien de pétitions ont été enregistrées? Combien ont été traitées? De la préparation à la présentation du rapport d'activité, le président de l'Assemblée nationale veille au grain. C'est le président de l'Assemblée nationale, premier responsable de l'institution, qui a la responsabilité de superviser et d'apporter une touche personnelle au rapport qui est le sien et qui par ricochet est celui de toute l'institution. Donc c'est lui qui présente le rapport d'activité. Techniquement, les services, tous les services de l'institution, aussi bien le cabinet que le secrétariat général administratif, que le groupe de sécurité, que les structures attachées, envoient des intrants qui sont centralisés au niveau du secrétariat général administratif. Et ces intrants sont compilés
puis soumis à une série de lectures pour pouvoir enlever les imperfections et rendre le document d'ensemble cohérent. Ensuite sont préparées l'introduction, les difficultés, les perspectives et la conclusion au rapport. Il est appelé rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, certes, mais ce document est le compte-rendu intégral de toutes les activités qui concernent chacun des 109 élus de l'institution. Et vous savez, le président de l'Assemblée nationale incarne l'institution. D'ailleurs, lui-même déjà est une institution. Et donc, à partir du moment où on parle de rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, beaucoup pensent, sinon beaucoup comprennent que c'est le rapport du président. Mais non, ce rapport rend compte de toutes les activités qui ont été menées à l'Assemblée nationale. Nonobstant le fait que ce rapport d'activité porte chacune de leurs marques, les députés insatisfaits de son contenu ont le droit de le rejeter. Une situation qui, selon les dispositions textuelles qui régissent l'institution, peut conduire à la destitution du président de l'Assemblée nationale. Et vous l'avez observé, le président Louis Gbagbo-Vlavonou, ça fait quand même une dizaine de fois déjà qu'il présente un rapport d'activité à l'Assemblée nationale et ses collègues députés ont souvent reconnu qu'il fait un rapport complètement fidèle. Aucun de ces rapports n'a été rejeté. Ces rapports ont toujours été adoptés, souvent même à l'unanimité des députés. À travers la présentation régulière du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, les membres de l'institution parlementaire mènent une démarche de traçabilité vis-à-vis de leurs concitoyens. Hors de nos frontières, à présent, au Togo, les députés ont adopté en seconde lecture la proposition de loi portant révision de la Constitution, une réforme qui vise à passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. C'était à l'occasion d'une séance plénière. Suivez ici Estelle Doponou pour le compte rendu. C'est au cours de la 6e séance plénière de la session parlementaire en cours que les députés togolais ont adopté en seconde lecture ce texte portant révision de la Constitution. Un vote acquis à leur unanimité, soit 87 députés présents sur les 87 que compte l'hémicycle. L'objectif principal de cette relecture est de prendre en compte les préoccupations de tous les acteurs entre-temps écoutés en vue d'assurer un processus institutionnel inclusif et participatif qui enrichit la Constitution. Cette deuxième lecture nous semble avoir fait un grand bien à notre pays, en ce sens qu'elle nous montre la capacité d'écoute, la sensibilité du chef de l'État par rapport à ce que sent, ce que dit sa population. Il y a un certain nombre d'amendements majeurs qui viennent de cette écoute. De quelque manière que chaque Togolais aura participé à la confection de cette loi, à son assise, elle est née, elle est revenue pour être confirmée. Selon les autorités togolaises, la mise en place du régime parlementaire favorisera l'exercice d'un contrôle efficace des citoyens sur leurs dirigeants et leurs politiques, tout en participant directement et de façon inclusive à la prise de décision politique. Je tiens à exprimer au nom de la représentation nationale toute notre admiration au président de la République, son Excellence M. Faure Essozimana Gnassingbé, pour son engagement au dialogue inclusif et une gouvernance participative. Cette approche démocratique, basée sur une collaboration étroite entre les élus et les citoyens, est essentielle et participe de la nécessité de s'assurer que les réformes constitutionnelles et institutionnelles reflètent les aspirations et les préoccupations de nos concitoyens. Le ministre des Droits de l'Homme et de la Formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, quant à lui, a dit noter que cette seconde lecture est conforme aux dispositions de l'article 67 de la Constitution et aux articles 102, alinéas 1 et 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Toujours dans les murs du Parlement togolais, après l'adoption de cette nouvelle constitution, les députés togolais ont exprimé leur satisfaction en attendant la promulgation de cette loi par le président de la République. Je vous invite à les écouter à leur sortie de plénière. Je voudrais dire à toutes les Togolaises et à tous les Togolais que le Togo s'ouvre sur d'autres horizons et que tout le monde doit pouvoir l'explorer. C'est une fierté. Satisfaction et fierté pour nous, les députés, parce que c'est une œuvre commune. Ce résultat, c'est tous les Togolais qui ont contribué par nos discussions, nos débats, nos critiques, la tournée nationale que les députés ont faite sur le terrain, les contributions, les suggestions des populations. Donc nous considérons aujourd'hui que c'est vraiment un travail collectif, c'est le reflet de la volonté du peuple. Et nous avons été sur le terrain confortés de voir que la majorité des Togolais adhèrent à ce régime et sont prêts à faire une nouvelle expérience. Et le vote d'aujourd'hui traduit cette majorité-là, cette volonté populaire, puisque vous avez vu 87 députés présents sur 87. Donc ça est adopté à l'unanimité. Si vous réglez d'abord le problème du régime, après vous pouvez régler le problème de gouvernance. Donc oui, satisfaction, parce que nous l'avons toujours dit depuis quelques années, c'est ce régime qui sied le plus à un certain nombre de pays africains. C'est plus de redevabilité, plus de stabilité, et plus de représentativité, et ce régime permet un dialogue permanent entre les acteurs. Dès que vous sortez de la peur de l'adversaire, je pense que vous pouvez explorer la politique autrement. Au vu du débat que cette première adoption a suscité, le chef de l'État a souhaité qu'on essaie de voir si on peut élargir le consensus autour de la question ou tenir compte de ce que ceux qui ne sont pas d'accord disent. On revient avec cette mouture, et il faut garder en tête qu'une constitution, ce n'est pas quelque chose de statique ou de figé. La constitution de 92, comme opposant, l'a essayé pendant 30 ans. On n'a pas pu arriver au pouvoir, il faut être honnête. Alors pour nous, il vaut mieux essayer autre chose qui ressemble à quelque chose qu'on avait déjà proposé pour voir si ça peut nous permettre de mieux rassembler les Togolais, de leur permettre d'apprendre à travailler. Et à l'usage, nous ajusterons cette constitution si c'est nécessaire, puisque rien n'est parfait, mais qu'il faut commencer quelque part. Ce soir, c'est un sentiment de joie. C'est une satisfaction totale parce que si vous initiez une œuvre qui n'a pas connu d'aboutissement, je ne pense pas que vous serez satisfait. Dans la revue de presse de ce jour, je vous propose de suivre la compilation des journaux faite par Saturnin. Josso. Mesdames, Messieurs, bonjour. Sur le marché financier, le Bénin reste crédible et ses perspectives bonnes. Standard & Poor's nous fait passer de B+ à BB-. Le Bénin passe dans la classe des meilleurs crédits de l'Afrique subsaharienne, titre le Grand Matin. La dotation du Bénin est ainsi rehaussée en matière de management économique, budgétaire et financier, lance la Nation. Décryptage Info ne manque pas de partager l'information avec ses lecteurs. Notation financière, Standard & Poor's, le Bénin fortifie sa place dans les meilleurs crédits d'Afrique subsaharienne, titre déjà le journal en manchette, qui détaille que derrière le Botswana et aux côtés de l'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire, le Bénin se positionne meilleur crédit de la région Afrique subsaharienne, selon l'agence de notation S&P. En effet, l'agence a rehaussé la notation de crédit du Bénin de B+ à BB-, avec une perspective stable dans une publication en date du 19 avril 2024. Plusieurs critères ont favorisé cette amélioration dans le classement du Bénin. Et pourtant, le coût de la vie n'arrête pas de grimper. Des Béninois ont d'ailleurs choisi de sortir du silence pour une marche de protestation très prochainement. Le matinal de ce lundi offre sa manchette à cette grogne contre la cherté de la vie qui va faire descendre les travailleurs dans la rue samedi prochain. C'est une marche pacifique pour exiger des mesures d'atténuation, indique le journal. La relative précarité dans laquelle vivent les Béninois et la condition des travailleurs au Bénin ne sont pas du goût des travailleurs qui entrevoient de lever le ton et de manifester leur mécontentement au détour d'une marche de protestation projetée pour le samedi 29 avril prochain à Cotonou. Une annonce faite par Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin, détaille le matinal. La COSI appelle aussi à la mobilisation pour cette marche de protestation contre la cherté de la vie, titre Matin Libre. Et à l'emblème du jour de s'exclamer, fronde sociale,
quand la cherté de la vie s'en mêle. Ce n'est tout de même pas une excuse pour poser des actes répréhensibles comme ces individus qui s'érigent en douaniers et forces de l'ordre pour rançonner les paisibles citoyens. Le Télégramme nous informe ce mardi que le Cerveau, un ancien détenu, est arrêté pour usurpation du titre de douanier. Il faudra peut-être quelqu'un aussi pour siffler ou jouer de médiateur à la mairie d'Akro-Bisserete. Le chronomètre titre ce matin que les agents sont en colère contre la secrétaire exécutive et qu'à la mairie de Bonou aussi, l'ambiance n'est pas des plus apaisées. J'étais moi venu en paix pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Dans la page magazine de ce jour, nous parlons du diabète, une maladie peut-être une maladie causée par une alimentation déséquilibrée ou parfois liée à des facteurs génétiques. Dans ce magazine, nous vous proposons de suivre les explications et conseils sur comment mieux vivre avec cette maladie. Suivez plutôt. Tout part de cet organe en forme de poids, le pancréas, un organe plus ou moins connu, dont pourtant le dysfonctionnement peut être fatal. Le diabète lui est associé. Le diabète actuellement est un problème capital de santé publique dans le monde à cause de la prévalence, avec une évolution exponentielle dans le monde et qui est liée à une sécrétion et ou action de l'insuline dans l'organisme associée à des troubles métaboliques de glucose, lipides et protéines. Ce que je veux que vous compreniez, c'est juste qu'il y a un taux de sucre élevé dans le sang. Quand le taux de sucre est élevé dans le sang, le pancréas produit l'insuline, une hormone qui permet au sucre de rentrer dans les cellules pour être utilisé comme source d'énergie. C'est pourquoi, lorsque la glycémie est trop basse ou trop élevée, l'organisme réagit. Le signe que nous cherchons le plus, c'est la polyurie. La personne urine de façon fréquente et en quantité. On parle souvent de le syndrome cardinal classique. La personne est fatiguée, un syndrome de 2A, et il y a un amaigrissement qui est observé. Vous mangez bien, vous êtes en polyphagie, mais vous perdez de poids. Ça, c'est les signes cardinaux du diabète. Le diabète, autrefois considéré comme rare, est devenu l'une des maladies les plus redoutées de notre époque. Il en existe plusieurs types, sans cause précise, mais avec des facteurs de risque liés à chacun. Un mauvais mode de vie peut entraîner l'apparition de le premier type de diabète, qui est le diabète de type 1, le diabète des enfants. C'est-à-dire que les cellules qui sont au niveau du pancréas et qui sécrètent de l'insuline sont auto-détruites par l'organisme. Le diabète de type 2. Et ce type de diabète est lié à l'hérédité. Soit le père, soit la mère est diabétique. Et ça survient chez les personnes âgées, souvent en surpoids ou ayant une obésité. Maintenant, troisième type de diabète, c'est le diabète gestationnel. C'est-à-dire le diabète qui apparaît chez la femme enceinte. Le dernier type, ça c'est 4. C'est le diabète spécifique. Toutes les hormones de contre-régulation, toutes hormones dans le corps de l'espèce humaine qui peut faire augmenter le sucre, sont sujets à donner le diabète. Les personnes qui passent des produits dépigmentants et riches en corticaux peuvent développer le diabète. Malgré les avancées de la science, la gestion de la glycémie demeure un défi pour les diabétiques. Les spécialistes recommandent des activités sportives et une bonne habitude alimentaire. Le premier traitement du diabète, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Vous devez savoir manger. Vous devez pratiquer une activité sportive régulière. 30 minutes de marche rapide tous les jours ou à minima 3 jours dans la semaine. Manger pour le plaisir et non pour remplir le ventre. On doit savoir qu'il n'y a pas un régime spécifique pour le diabétique. Le diabétique peut tout manger, mais avec modération. Et ça s'applique à tout le monde. Que vous soyez diabétique ou pas, à partir de certains moments, vous avez déjà 35-40 ans, vous devez manger avec modération. C'est dans la quantité que la glycémie se lève. Aujourd'hui, les diabétologues disposent des pompes à insuline et les capteurs de glucose pour soulager les personnes atteintes du diabète. Toutefois, diabétique ou non, contrôler régulièrement son taux de glycémie permet de prendre en main sa santé. C'est la fin de cette session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. À demain pour d'autres séries d'informations.